Bonjour et bienvenue dans cette exploration approfondie. On attaque fort avec une phrase choc, souvent attribuée à Robert Mueller, l'ex-directeur du FBI. Il n'y a que deux sortes d'entreprises, celles qui ont été attaquées et celles qui le seront. Ça donne le ton, non? Ah oui, clairement. L'idée d'une menace cyber quasi inéluctable, ça plane sur tout le monde. C'est une prise de conscience nécessaire, j'imagine. Absolument. Et c'est précisément pour ça qu'on se penche aujourd'hui sur la préparation et la gestion des incidents de cybersécurité. Puisqu'on ne peut pas garantir une défense infaillible, la meilleure stratégie, c'est de savoir comment réagir efficacement quand l'inévitable se produit, quoi. Exactement. Et pour nourrir notre discussion, on a une source particulièrement intéressante, un guide pratique issu de la Cyber Security Coalition belge. Oui, et ce qui est intéressant avec cette coalition, c'est son approche collaborative. Elle réunit des universitaires, les autorités publiques, le secteur privé, vraiment pour mutualiser les expertises. C'est assez unique comme démarche. Tout à fait. L'idée, c'est de créer des outils concrets, partagés. Et ce guide, c'est un excellent exemple. Il compile vraiment les bonnes pratiques, les retours d'expérience de plein d'acteurs. Du coup, notre objectif aujourd'hui, c'est d'en extraire la substance. Pourquoi cette planification est si vitale? Quelles sont les étapes clés pour traverser la tempête d'un incident? On va essayer de rendre ça clair et, si possible, actionnable. On va suivre la logique proposée par le guide, c'est assez classique en gestion d'incident. D'abord la préparation, ensuite détection et confinement, puis atténuation et reprise, et pour finir, une phase cruciale, souvent un peu oubliée, le retour d'expérience. Et avec un fil conducteur tout du long, si j'ai bien compris. Exactement, la communication, essentielle à chaque étape. Alors, allons-y. Pourquoi insister autant sur la planification? Le guide le dit clairement. Aucune organisation, même petite, n'est à l'abri. On entend souvent que les PME sont même des cibles de choix. C'est vrai? C'est un point fondamental, oui. Ça bouscule un peu une idée reçue. Les PME pensent parfois passer sous le radar. Mais en fait, elles ont souvent des données intéressantes. Ou alors, elles peuvent servir de porte d'entrée vers de plus gros partenaires. Ah oui, le coup du cheval de Troie. C'est ça. Et puis, leur vulnérabilité perçue, ou le manque de ressources dédiées, ça peut en faire des cibles faciles, entre guillemets, pour certains attaquants. Donc, planifier, c'est pas juste acheter le dernier logiciel de sécurité. Le guide a l'air de dire que c'est bien plus large que ça. Ah, ben oui, la technologie, c'est nécessaire, mais ça suffit pas. La vraie résilience, elle vient d'un triptyque. Technologie, enjeu. D'accord. Et le guide met en avant des principes clés, j'imagine? Oui, quelques principes fondamentaux. Le premier, il n'y a pas de solution miracle, pas de recette universelle. Chaque plan doit être adapté vraiment sur mesure pour l'organisation, sa culture, ses activités, ses moyens. Et l'implication de la direction, ça semble évident, mais... C'est indispensable, vraiment. Et c'est pas juste une signature en bas d'une page. Il faut que la direction intègre le risque cyber comme un risque stratégique majeur, qu'elle alloue les ressources humaines, financières, et qu'elle montre l'exemple. Sans ce soutien visible, le plan risque de rester lettre morte. On pointe souvent le facteur humain comme le maillon faible. Le guide y propose une autre vision. Oui, il suggère de le voir aussi comme une première ligne de défense, ou de détection plutôt. Des employés sensibilisés qui savent repérer un email bizarre, un comportement anormal du système et qui savent surtout à qui le signaler facilement, ça peut faire gagner un temps précieux. Chacun a un rôle, même minime. Un autre point qui revient souvent, c'est la documentation. Parfois, on voit ça comme une corvée administrative. Oui, mais le guide invite à changer de perspective. Voir ça comme une sorte de boîte noire de l'incident. Consigner les actions, les décisions, les observations, ça permet après coup de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça évite de répéter les erreurs. Exactement. Et c'est aussi crucial pour la continuité si des personnes clés s'en vont. La connaissance part pas avec elles. D'où l'importance, j'imagine, de garder des copies de ces documents essentiels, le plan, les contacts hors ligne. Si tout est chiffré par un ransomware, on est mal. Précisément. C'est le cauchemar classique, être attaqué et ne plus pouvoir accéder à son propre plan de défense. Et c'est pareil pour les sauvegardes de données. Elles doivent être isolées. Isolé, c'est-à-dire? Déconnectées physiquement ou logiquement du réseau principal, pour qu'un attaquant puisse pas les atteindre en même temps que les systèmes actifs. Sinon, le cryptolocker chiffre les sauvegardes aussi, et là... C'est la catastrophe. Le guide mentionne aussi la journalisation, les fameux logs. Oui, garder les traces informatiques, les logs de connexion, les actions sur les systèmes, etc., assez longtemps. Le guide suggère 6 mois, par exemple. C'est essentiel pour pouvoir enquêter après un incident, comprendre la chronologie, l'étendue de la compromission. Sans log, on est souvent aveugle.
Il y a aussi toute une dimension légale à prendre en compte, j'imagine. Absolument. D'une part, respecter les règles si on veut collecter des preuves numériques valides pour la justice, et d'autre part, connaître ses obligations de notification. Par exemple, avec le RGPD, en cas de fuite de données personnelles, il y a des délais très stricts pour avertir l'autorité de contrôle et parfois les personnes concernées elles-mêmes. Et pour finir sur ces grands principes, un plan, ça doit évoluer. C'est un document vivant, pas une pièce de musée qu'on range dans un tiroir. Il faut le tester, le réviser régulièrement au moins une fois par an, dit le DID, et surtout le mettre à jour après chaque incident réel ou même après un exercice de simulation. Les menaces changent, l'organisation change, le plan doit suivre. Bien compris. Alors, si on est convaincu que la préparation est la clé, comment on fait concrètement? Le guide détaille cette première phase, l'élaboration du plan de réponse. Oui, la base, c'est d'avoir un plan écrit, formel et connu des personnes qui vont devoir l'appliquer. Pour les incidents les plus fréquents, on peut même aller jusqu'à définir des procédures opérationnelles standards, des sortes de fiches réflexes, quoi. Qu'est-ce qu'on met dans ce plan? Le guide parle d'identifier les organes vitaux de l'organisation. C'est une image forte. Oui, et c'est vraiment le point de départ, savoir ce qui est absolument critique pour la survie et le fonctionnement de l'entreprise. Ça peut être des processus métiers, un savoir-faire unique, certaines infos clés, des applications indispensables, l'infrastructure réseau. Il faut les lister, évaluer leur vulnérabilité et définir les priorités. Qu'est-ce qu'on protège en premier? Qu'est-ce qu'on restaure en premier en cas de coup dur? Et il faut aussi une cartographie précise de son système d'information, je suppose, pour savoir où sont ces organes vitaux. Indispensable. Avoir un schéma réseau à jour, un inventaire du matériel, des logiciels, surtout ceux qui supportent ces fameux organes vitaux, et une gestion claire des comptes utilisateurs et de leurs droits. Savoir qui a accès à quoi et pourquoi. C'est basique, mais souvent pas à jour. Ensuite, la question des rôles. Qui fait quoi pendant la crise? C'est souvent là que ça coince, si c'est pas clair. Exactement. C'est fondamental d'attribuer les rôles et les responsabilités avant l'incident. Le guide recommande de créer une équipe dédiée, souvent appelée CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Une équipe de réponse, donc. Voilà. Il faut définir clairement qui pilote la réponse, qui gère le technique, qui fait le lien avec la direction, qui peut décider de faire appel à des experts externes, qui dépose plainte si nécessaire, qui gère la com externe. Et cette équipe, elle doit avoir des compétences assez variées, j'imagine. Oui, c'est souvent un mélange. Gestion d'incidents, bien sûr, mais aussi capacité de décision sous pression, expertise technique pointue, réseau, système, sécurité, des notions juridiques, de la communication de crise, de l'investigation numérique, le forensique, et même la sécurité physique parfois. Pour une PME, ça peut être compliqué d'avoir tout ça. Oui, pour une PME, on peut au moins désigner un premier répondant clé, avec l'autorité pour prendre les premières décisions. Et puis certains rôles sont parfois imposés par la loi, comme le délégué à la protection des données, le DPD avec le RGPD. Et si on n'a pas toutes ces compétences en interne, le recours à des experts externes, c'est une bonne idée? C'est souvent une nécessité, surtout pour des domaines très pointus comme l'investigation forensique poussée ou certains aspects légaux complexes. Le conseil du guide, c'est de préidentifier ces experts, voire de signer des contrats de type retainer. Un retainer? C'est quoi? C'est une sorte d'abonnement, si on veut. Ça garantit leur disponibilité rapide en cas de besoin. Ça peut faire gagner un temps précieux quand chaque minute compte en pleine crise. Il faut aussi être conscient, d'après le guide, que les objectifs des autorités, la police, le CERT national comme CERT.be, l'autorité de protection des données, sont pas forcément les mêmes que ceux de l'entreprise. C'est un point important, oui. Les autorités, elles cherchent souvent à identifier l'attaquant, à rassembler des preuves pour des poursuites. Ce qui peut vouloir dire « stop, ne touchez à rien pour l'instant ». Alors que l'entreprise, elle, veut redémarrer le plus vite possible. Exactement. Donc il faut pouvoir dialoguer, comprendre les contraintes de chacun. Ce n'est pas toujours simple. Préparer l'équipe, c'est aussi lui donner les bons outils, je suppose? Oui, des outils propres, c'est-à-dire non connectés au réseau, potentiellement compromis, un ordinateur portable dédié par exemple, avec le plan et les contacts chiffrés dessus, une clé USB sécurisée avec des logiciels d'analyse, et surtout une liste de contacts d'urgence interne, externe, autorité accessible même si le réseau est HS, donc imprimé ou sur un support non connecté. La communication, on y reviendra en détail, mais ça se prépare aussi en amont. Ah oui, absolument. Identifier à l'avance qui sont les parties prenantes, la direction, les employés, les clients, les fournisseurs, les médias, les régulateurs, et réfléchir aux messages clés pour chacun, aux canaux à utiliser,
tout en gardant à l'esprit le principe du besoin d'en connaître. Le need to know et prévoir des canaux de secours au cas où. Et pour finir cette phase de préparation, un mot sur l'assurance cyber-risque. Le guide en parle. Oui, c'est une option à considérer sérieusement. Une police d'assurance cyber peut couvrir différents types de coûts. Les frais techniques de remédiation, les honoraires d'experts, légaux, forensiques, les pertes d'exploitation. Voir les rançons. Parfois oui, même si c'est de plus en plus débattu et les conditions se durcissent. L'assureur va généralement faire une évaluation des risques de l'entreprise avant de proposer une couverture, d'ailleurs. D'accord. Donc, une fois qu'on est préparé au mieux, le défi suivant, c'est de savoir quand un incident se produit réellement. C'est la phase de détection et identification. Oui, et la première étape ici, c'est de se mettre d'accord en interne. Qu'est-ce qui est juste un événement sécurité, une alerte mineure, un scan sans impact, et qu'est-ce qui est un véritable incident qui demande d'activer le plan PIN? Faut que ce soit clair. Il faut définir son seuil d'alerte en quelque sorte. C'est ça. Ensuite, avoir une idée des types d'attaques les plus probables pour son secteur ou son activité, ça aide à prioriser la surveillance. Le guide donne des exemples classiques. Un accès non autorisé, une attaque en déni de service, DDoS pour rendre un site indisponible, un code malveillant type virus ou ransomware. Les fameux cryptolocalers, qui chiffrent tout. Exactement. Mais aussi la fraude interne, le vol de données ou l'ingénierie sociale, le phishing, le vishing, etc. Et concrètement, comment on détecte? On a parlé du facteur humain tout à l'heure. Il reste primordial. Sensibiliser les employés aux signaux faibles et surtout leur donner un moyen simple et sans crainte de remonter une suspicion. Un numéro, une adresse email dédiée, un formulaire simple. Et côté technologie? Alors là, on a les outils classiques, les systèmes de détection d'intrusion, les IDS-IPS, qui surveillent le trafic réseau, l'analyse des journaux, les logs des serveurs, des pare-feux. Et puis, sur les postes de travail, des protections qui vont au-delà du simple antivirus, qui analysent les comportements suspects. Et bien sûr, les mises à jour. Ah oui, crucial. Maintenir ces logiciels et systèmes d'exploitation à jour pour corriger les failles connues. Utiliser un vieil OS comme Windows XP qui n'est plus supporté par Microsoft, c'est vraiment tendre le bâton pour se faire battre. Bon, imaginons, l'alerte est donnée, un incident est confirmé. On entre dans le vif du sujet, la gestion de crise, phase 3. Traiter l'incident réel. L'équipe de réponse est activée. La priorité numéro 1, comprendre ce qui se passe. Obtenir une vision claire de la situation. Qu'est-ce qui est touché? Depuis quand? Comment l'attaquant est entré? Quelle est l'étendue des dégâts? La situational awareness, comme disent les anglo-saxons. Exactement. C'est là que les logs centralisés deviennent précieux. Et si besoin, une première analyse forensique rapide, mais en utilisant des outils spécifiques qui préservent les preuves. Des write blockers, par exemple, pour ne pas écrire sur un disque suspect pendant qu'on l'analyse. Si des données personnelles sont potentiellement compromises, il y a une étape d'évaluation spécifique à faire rapidement. Oui, c'est devenu incontournable avec le RGPD. Il faut évaluer vite le risque pour les personnes concernées. Quelles données sensibles? Quelle quantité? Peut-on facilement identifier les gens? Quelles conséquences si ça fuite? Cette évaluation va déterminer s'il faut notifier l'autorité de contrôle et les personnes. Et tout ça doit être documenté dans un registre. Ensuite, il faut contenir l'hémorragie, limiter la propagation. C'est le confinement. Et c'est souvent là qu'il y a une décision stratégique difficile à prendre. Laquelle? Est-ce qu'on déconnecte immédiatement les systèmes touchés pour stopper net l'attaquant, au risque de perdre des infos sur ses méthodes et d'interrompre le service brutalement? Ou est-ce qu'on le laisse agir, mais sous surveillance, pour mieux comprendre ce qu'il fait, collecter des preuves, au risque qu'il fasse plus de dégâts? Pas simple comme choix. Non. Ça dépend vraiment du contexte, de la gravité et des priorités qu'on s'est fixées, reprise rapide ou enquête approfondie. Et si on a besoin de preuves pour la justice, il y a des précautions à prendre pendant ce confinement. Des choses à ne surtout pas faire. Absolument. L'investigation forensique doit primer si les preuves sont critiques. Il ne faut pas éteindre une machine sans avoir tenté de récupérer ce qui est en mémoire vive, c'est très volatile. Il ne faut pas restaurer une sauvegarde à la hâte si elle risque d'écraser des preuves ou si elle est peut-être elle-même infectée. Il ne faut pas réinstaller un système sans avoir fait une copie bit à bit du disque original. D'accord, des réflexes importants à avoir. Oui. Et pour des attaques complexes, comme un DDoS massif, le guide le dit bien, l'aide d'experts externes est souvent indispensable pour arriver à endiguer l'attaque. Une fois l'incident contenu, analysé, on passe à l'éradication, le grand nettoyage. C'est ça. Il s'agit de supprimer toute trace de l'attaquant. Les fichiers malveillants, les comptes qu'il aurait créés, les portes dérobées qu'il aurait laissées, et surtout, très important,
corriger la vulnérabilité qui lui a permis d'entrer au départ. Sinon, il revient par la même porte. Exactement. Agir trop vite ici, sans comprendre la cause racine, c'est s'exposer à une réinfection quasi immédiate. Donc c'est une phase qui doit être méticuleuse. Scan antivirus, anti-spyware, suppression des malwares identifiés, désactivation ou modification des comptes et mots de passe compromis, application des correctifs de sécurité, le fameux patching. Et enfin, la reprise. Le retour à la normale. Ou presque. Le recovery. L'objectif est de restaurer les services pour les utilisateurs, mais en s'assurant que les systèmes sont maintenant sécurisés. Il y a plusieurs options selon le guide. Lesquelles? On peut essayer de nettoyer les systèmes existants, c'est rapide mais risqué, on peut rater des éléments cachés. On peut restaurer à partir de sauvegardes, mais attention, il faut avoir vérifié qu'elles sont saines, pas trop anciennes et pas compromises elles-mêmes. Parce que l'attaque a pu commencer bien avant qu'on ne la détecte. Voilà. Ou alors, la méthode la plus sûre, mais souvent la plus longue et coûteuse, reconstruire les systèmes à partir de zéro sur une base saine et à jour. Et même une fois les systèmes restaurés, le travail n'est pas tout à fait fini. Non, il faut souvent renforcer la sécurité sol, appliquer les derniers patchs qui manquaient peut-être, revoir les droits d'accès, changer tous les mots de passe par précaution, et puis intensifier la surveillance pendant un certain temps pour détecter toute tentative de retour de l'attaquant. On ne rebranche les systèmes au réseau qu'après avoir validé leur sécurité et leur bon fonctionnement. Tout au long de ces phases intenses, détection, confinement, éradication, reprise, on a mentionné la communication comme un fil rouge. C'est la 4e phase clé du guide. Elle est absolument critique, oui, à la fois en interne et en externe. Il faut adapter le plan de com qu'on avait préparé à la situation spécifique, qui doit être informé de quoi, à quel moment, par qui. La coordination avec les équipes juridiques et les relations publiques est essentielle pour les messages qui sortent de l'entreprise. Et on utilise les canaux de secours prévus si besoin. Tout à fait. L'audience et le message varient énormément, bien sûr. Comment ça? On ne communique pas de la même manière avec la direction, qui a besoin d'une vue d'ensemble des impacts business, qu'avec les équipes techniques, qui ont besoin de détails pour agir, ou avec les employés qu'il faut rassurer, informer des consignes, ou encore les clients, les médias, les autorités. Chaque public a des besoins différents. Le timing de cette communication, ça doit être un sacré casse-tête. Oui, c'est un art délicat. Il y a l'urgence pour coordonner la réponse technique, il y a les délais légaux stricts pour certaines notifications, on parlait des 72 heures du RGPD pour les fuites de données à risque, et puis il y a la nécessité de préparer des réponses avant d'être bombardé de questions par les médias, par exemple. Parfois, il vaut mieux ne rien dire au début. Ça peut être une stratégie, une phase de silence relatif initial, pour ne pas alerter l'attaquant ou pour avoir le temps de comprendre l'étendue du problème. Mais même là, il faut tracer précisément qui est informé de quoi en interne, pour éviter les fuites incontrôlées. Le guide insiste pas mal sur les obligations de signalement aux autorités. C'est un point à ne pas rater. Fondamental. Il y a d'abord les obligations légales. Notifier l'autorité de protection des données, l'APD en Belgique, en cas de fuite de données personnelles qui présentent un risque élevé pour les personnes. Et pour certains secteurs dits essentiels, énergie, transport, santé, etc., ou les gros fournisseurs de services numériques, la loi Nice impose de signaler les incidents majeurs à des autorités spécifiques, comme le CERT national, CERT.be ici. Et si on ne le fait pas? Il peut y avoir des sanctions. Donc c'est à prendre très au sérieux. Mais au-delà de l'obligation légale, ça peut être utile de signaler volontairement un incident? C'est même recommandé par le guide. Signaler un incident au CRT.be, même si on n'y est pas obligé, ça permet de partager, souvent anonymement, les informations techniques, ce qu'on appelle les indicateurs de compromission, ou IOCs. Ces infos peuvent aider d'autres organisations à se protéger contre la même menace. C'est une logique de partage, de communauté. Exactement. Et on peut aussi obtenir des conseils techniques du CRT. C'est un service public, gratuit et confidentiel. Et puis il y a aussi le dépôt de plainte à la police si on veut engager des poursuites pénales contre les attaquants. Là aussi, il faut agir vite à cause de la volatilité des preuves numériques et bien préserver la chaîne de possession des preuves. Et si des personnes sont directement impactées par une fuite de données personnelles, faut-il les prévenir elles aussi? Si l'évaluation des risques montre un risque élevé pour leurs droits et libertés, oui, le RGPD impose de les notifier directement. Et la communication doit être claire. Qui est responsable? Que s'est-il passé? Quelles données sont concernées? Quels sont les risques possibles? Et quelles mesures elles peuvent prendre pour se protéger? D'accord. Une fois l'incendie éteint, la communication gérée, on arrive à la dernière phase, le suivi et la clôture.
Tirer les leçons de l'incident. C'est peut-être la phase la plus importante pour s'améliorer sur le long terme. Chaque incident, même un petit, c'est une source d'apprentissage. Il faut vraiment organiser un débriefing formel, une réunion lessons learned, comme on dit. L'objectif, c'est de passer au crible toute la gestion de l'incident, du début à la fin. Exactement. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, voire pas du tout? Est-ce que le plan était adapté? Est-ce que les procédures ont été suivies? Est-ce que l'information a bien circulé? Est-ce que les outils étaient suffisants? Est-ce que l'équipe de réponse avait l'autorité nécessaire pour agir vite? Et identifier les actions correctives. Précisément, quelles actions correctives faut-il mettre en place pour faire mieux la prochaine fois? Quels nouveaux indicateurs pourraient nous alerter plus tôt à l'avenir? A-t-on besoin de nouveaux outils, de nouvelles ressources? Et tout ça, il faut le formaliser, le documenter. Oui, dans un rapport post-incident. Ce rapport et toute la documentation collectée pendant la crise, ça doit être conservé précieusement. Ça sert de base pour mettre à jour le plan de réponse, les procédures, peut-être les formations, et bien sûr pour informer la direction des conclusions et des améliorations prévues. C'est ça qui permet de boucler la boucle et d'être, on l'espère, un peu mieux préparé pour la prochaine fois. Donc, en résumé, si on devait retenir une chose, c'est que la gestion d'un incident cyber, ce n'est pas juste une réaction dans l'urgence. C'est un cycle, un processus continu, où la préparation proactive pèse au moins aussi lourd, si ce n'est plus, que la réponse elle-même. Absolument. Adopter cette approche structurée, cyclique, c'est vraiment se donner les moyens de réduire l'impact, parce qu'on ne peut pas toujours l'éviter des cyberattaques, et surtout de renforcer sa capacité à rebondir, sa résilience globale, quoi. C'est devenu vital pour n'importe quelle organisation aujourd'hui, petite ou grande. Et pour terminer, peut-être une question pour prolonger un peu la réflexion qu'on a eue. Au-delà de toute la préparation technique et procédurale dont on a parlé, quel serait, selon vous, l'élément culturel le plus critique à vraiment instaurer au sein d'une organisation pour qu'elle soit véritablement prête à affronter une cybercrise?